World is flat. Le journaliste, bien connu aux États-Unis, Friedman, a fait le tour du monde et il a eu cette révélation: le monde est devenu plat. Vous allez d'un Hilton à un autre Hilton ou d'un Best Western à un autre Best Western, vous allez d'un aéroport à un autre aéroport et vous retrouvez la même chambre, le même réfrigérateur garni, le même bar vous accueille dans vos soirées vides et vous reprenez le même avion et peut-être même c'est la même marque de voiture qui vous conduit à l'aéroport. Tout cela pour lui détermine un monde plat, un terrain de jeu planétaire, ouvert à tous les acteurs et dans lequel d'ailleurs, sur ce terrain de jeu, les acteurs privés sont plus puissants, plus efficaces et donc promis un plus grand avenir que les États-nations produits au dépérissement. Le monde est plat, c'est aussi un monde dans lequel tout ce qui faisait la distinction, tout ce qui faisait la singularité est appelé à disparaître. Les hindous portent des jeans comme tout le monde, les Chinois font la queue au McDo, et d'ailleurs j'ai eu le privilège d'assister pratiquement à l'ouverture du premier McDonald's sur Mount Fuji à Pékin, c'était dans les années 80. Et bien aujourd'hui McDo est devenu une composante de la nourriture chinoise. Il est probablement plus intéressant que quand, y compris au lycée Franklin, on interroge des jeunes étudiants en prépa sur la pizza, c'est le plat national de quel pays, on vous répond que la pizza est d'origine américaine. On sait d'ailleurs que nombre des Britanniques croient que le poulet tandoor est une invention britannique. Ça, c'est effectivement l'illusion ou l'image d'un monde devenu plat, d'un monde sans relief, d'un monde voué à l'uniformité et d'un monde dans lequel, comme disait fort bien Tony Blair, nos idées et nos valeurs sont universelles et d'ailleurs, dès que d'autres les connaissent, spontanément, ils les adoptent. Je crois qu'il faut sortir de ceci pour constater que cette description d'un monde plat contient des éléments de réalité et contient un élément d'utopie. L'élément de réalité, c'est celle, en effet, d'un terrain de jeu rendu planétaire par les techniques et les technologies. Je ne vais pas reprendre le grand bazar d'Internet, du téléphone cellulaire, de la TV par satellite, nous les connaissons tous. C'est la réalité aussi, celle-là est plus complexe, de nouveaux territoires de concurrence, face auxquels les frontières traditionnelles, les reliefs géographiques, les organisations politiques, les peuples sont singulièrement démunis. Les territoires d'affrontement, les territoires de compétition et les territoires de puissance sont aussi les territoires de la propriété du vivant et de l'appropriation du vivant par quelques grandes firmes dont Monsanto est l'exemple mondial. Vous savez qu'on dénie par exemple ici ou là aux Malgaches le soin d'utiliser le remède traditionnel parce que des missions scientifiques sont venues, ont isolé les principes actifs de plantes endémiques utilisées depuis des millénaires par les Malgaches pour se guérir, en ont déposé les brevets, en ont fait des médicaments actifs et donc interdisent aux sorciers, aux guérisseurs malgaches locaux de les utiliser. Territoire virtuel, je ne développerai pas l'ampleur du terrain de conflictualité, plus encore que de compétition, qui s'ouvre derrière Internet. Mais nous savons tous qu'il est actuel. Terrain encore beaucoup plus ouvert à toutes les suppositions, terrain de compétition qui pourrait bien être un terrain d'enjeux stratégiques lourds, celui de l'invention du vivant. L'ère de la singularité, l'ère dans laquelle on pense que l'être humain, en tout cas la reproduction de son esprit et de toutes les particularités de son individu, seront devenus immortels, c'est naturellement un champ de compétition et c'est aussi un champ d'affrontement à venir. Ça, ce sont les éléments de réalité de la mondialisation, un nouvel espace auquel les frontières, les séparations et les circonscriptions politiques traditionnelles n'apportent pas ou seulement partiellement les réponses. Mais je crois que l'essentiel de ce que nous disons quand nous parlons de mondialisation relève de l'utopie. Ça relève de l'utopie de ces idées chrétiennes qui remplissent le monde mais sont devenues folles, l'idée de la sortie de l'histoire par le droit, l'idée que la diffusion des techniques va réaliser le bonheur universel, que l'économie de marché va assurer l'abondance, donc la sortie de l'affrontement politique et l'unité démocratique du monde, en clair, et comme le disait Saint Jean,
bientôt toute l'humanité ne sera plus qu'une grande famille réunie. Et je crois que c'est cette utopie qu'il vaut la peine d'interroger sous ces 4 éléments fondamentaux. Je crois que nous ne le faisons pas suffisamment, et je crois que le moment est venu, la crise nous y incite, de les tirer au clair. Le premier élément de cette utopie mondialiste, c'est le fait que la technique détermine l'emploi qui est fait de l'outil. Ça n'est pas neuf, et je me suis plongé dans quelques ouvrages anciens pour vous apporter le plaisir d'une ou de quelques lectures. Ce sera très bref. Vous avez l'invention du télégraphe. Commentant l'invention du télégraphe, le député Barrère, le scientifique Vandermonde, déclare que le télégraphe mettant en relation l'ensemble des populations du monde, la guerre est définitivement exclue, puisqu'il suffit de se parler pour se comprendre, et que lorsque l'on s'est compris, on ne se fait pas la guerre. 1794. L'illusion des grandes agoras communicationnelles et universelles ne date pas d'Internet. L'illusion de la civilisation par la culture et par les moyens de la culture non plus. Vous connaissez tous le saint-simonien Louis Chevalier. Louis Chevalier s'est fait le plus grand propagandiste du chemin de fer et de la civilisation par le chemin de fer dans les années 1820-1830. Dans une vision mondialiste, et en tout cas européiste, le chemin de fer apporte la civilisation, et naturellement il va faire l'unité des peuples. Et il a cette citation merveilleuse, que je cite à tous les amis de la Russie présents ici: « Les lignes du réseau vivifiant qu'est le chemin de fer animeront la Russie, et lui feront perdre le caractère profondément engourdi d'un peuple cerné par les neiges, en étant initié à la vivacité française, à l'agilité italienne et à la dextérité bretonne. » C'est beau comme de l'antique. La technique tient la main qui l'emploie. Je crois que c'est la première caractéristique de l'utopie mondialiste. La seconde caractéristique de l'utopie mondialiste, et celle-là est très profondément à l'œuvre parce que celle-là est le reflet du libéralisme ou du néolibéralisme et le reflet de la sortie de la religion. Et c'est le rêve de l'homme indéterminé. La mondialisation, ça n'est pas l'idée que tous les hommes sont frères, que tous les hommes sont pareils, c'est beaucoup plus profondément l'idée que l'homme est son propre produit. Que l'homme n'est plus déterminé par l'origine ou par la race, l'homme n'est plus déterminé par la religion de ses ancêtres, l'homme n'est plus déterminé par le lieu où il est né, l'homme n'est plus déterminé par un peuple, par une nation, par des appartenances héritées. L'homme est son propre produit. C'est ce que la chirurgie ou les soins du corps s'emploient à réaliser. Je n'ai plus l'âge que le calendrier me donne, j'ai l'âge que je me suis choisi. Et d'ailleurs, certains ou certaines d'entre vous ne le savent peut-être pas, il y a un groupe très actif, essentiellement de médecins, de plasturgiens, qui militent pour que l'âge ne figure plus sur le passeport ou sur les cartes d'identité, parce que l'âge n'a plus rien à voir avec la personne. L'idée de l'indétermination, c'est naturellement l'idée du sans-frontiérisme. Chacun peut se choisir à tout moment la nationalité, l'appartenance nationale ou l'identité qu'il veut ou qu'elle souhaite, puisqu'elle n'a plus d'importance, et c'est l'invitation d'Amartya Sen, le prix Nobel hindou. Chacun d'entre nous doit se bricoler une identité avec tous les éléments dont il dispose. Une identité se bricole, une identité est multiple, elle est mobile, elle est nomade et elle est choisie. C'est le rêve de l'indétermination qui habite la mondialisation. Non que les hommes soient tous pareils, mais que chacun ait à construire sa diversité avec toutes les briques qui sont à sa disposition. Il est donc le fruit de ses œuvres, l'homme devient son plus beau produit. Troisième élément,